Madame, monsieur, bonsoir, il est 20h, vous regardez Pan-African News sur Pan-African Media TV, voici les titres. La communauté musulmane du Cameroun s'est jointe à celle du monde entier pour la célébration de El-Fitr 2024 ce mercredi. Marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan, les fidèles ont élevé les voix vers Allah afin que le Cameroun demeure un havre de paix et un pays de vivre ensemble. Fabiola a capté quelques images que nous vous promettons dans quelques instants. Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité doit examiner la demande d'adhésion de la Palestine d'ici fin avril 2024. Après un premier refus en 2011, ce pays du Moyen-Orient pourrait dans les temps à venir finalement intégrer l'Organisation des Nations Unies. Le développement, c'est dans un instant. Une fois de plus, madame, monsieur, bonsoir. Merci d'être parmi nous ce soir pour regarder cette troisième livraison de Pan-African News sur Pan-African Media TV. La communauté musulmane du Cameroun s'est jointe à celle du monde entier pour la célébration du El-Fitr 2024 ce mercredi. Marquant la fin du jeûne du mois de Ramadan, les fidèles ont élevé les voix vers Allah, le très miséricordieux, afin que ce dernier fasse du pays un havre de paix et de vivre ensemble. Fabiola nous en parle. Paix et vivre ensemble ont été les mots-clés de l'Aïd de cette année au Cameroun, après 30 jours d'abstinence en ce mois sacré du jeûne de Ramadan, observé par les fidèles musulmans. De Douala, en passant par Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le mot paix était le principal sujet de prière du jour. Le message qu'on a passé, que l'imam a passé, c'est le message de paix et que les fidèles soient en paix. Principalement, nous avons prôné le partage, la solidarité, parce que vous voyez, vous actuellement, nous vivons des périodes très difficiles. Les ménages en souffrent énormément et c'est ainsi que j'exhorte à tous les musulmans aujourd'hui de resserrer les liens de solidarité. Vivons ensemble, partageons le peu que nous avons, entraidons-nous et c'est comme ça que nous allons réussir. Par ailleurs, dans les différentes invocations divines, les prédicateurs du jour ont souligné l'importance de ce mois sacré dans la foi musulmane. Les principaux imams affectés pour la cause ont demandé aux parents d'inculquer les valeurs morales à leur progéniture selon les textes coraniques afin d'éviter le désordre ambiant observé dans la société camerounaise, surtout en cette veille des échéances électorales. Le message qu'aujourd'hui on donne à l'endroit de toute la communauté musulmane, c'est la paix. La paix, parce qu'il n'y a rien qui dépasse la paix. Le vivre ensemble. Vous voyez, s'il n'y avait pas la paix, il ne devrait pas avoir toute cette foule de personnes. Et Dieu est grand. On a prié dans la paix et il y a eu une pluie de bénédictions. Durant cette prière marquant la rupture du jeûne de Ramadan, il était également question de rappeler aux fidèles de promouvoir le vivre ensemble, la paix et la solidarité, mais aussi, surtout, préserver les acquis des États des différents pays africains. Il est important que nous préservions la paix, que nous ne nous laissions pas distraire par ces ennemis de la paix, parce qu'ils sont nombreux. Nous savons que nous avons de grandes échéances qui nous attendent. Alors, soyons intelligents. Soyons une communauté camerounaise qui montre qu'elle est éduquée, qui montre qu'elle est civilisée et qui va préserver les acquis, préserver ce qu'on a déjà comme idéaux, parce que si nous perdons ça, nous rentrons 10 ans en arrière. L'Aïd el-Fitr, c'est plusieurs jours de festivités. C'est aussi le moment idoine pour les fidèles de Mohamed de rendre visite et de partager entre amis et connaissances. Toujours dans la ville de Douala et plus précisément dans le 3e arrondissement de la ville, c'est le même son de cloche où les fidèles musulmans, à l'occasion de la célébration de El-Fitr, la fin du jeûne du mois de Ramadan, ont demandé à ce que les populations camerounaises s'unissent ensemble pour la solidité afin de faire du Cameroun un pays prospère. Je vous propose de regarder cet élément. La communauté musulmane de Douala 3e s'est également réunie à l'esplanade de l'école publique du génie militaire pour exécuter la prière
de l'Aïd el-Fitr, symbolisant la fin du mois béni du Ramadan. Cette année, la prière a été dirigée par l'imam Cheikh Mohamed Awal Saleh, premier adjoint de la mosquée de PK10. Le message que je peux donner pour tous les frères musulmans, nous sortons vraiment d'une épreuve. Une épreuve dans un enseignement. Nous avons prié, nous avons jeûné, on s'est privé de la nourriture, de tout ce qu'on peut faire, mais Dieu nous a interdit que c'est haram et on a obéi. Donc, ce que je veux dire à nos frères, on doit continuer sur ces lancers. Tout ce qui a été haram dans le mois de Ramadan, c'est aussi haram dans notre mois. À la fin de la prière, l'imam principal de PK10, El Hadj Moussa Ladan, doyen des imams de la ville de Douala, en a profité pour lancer un message de paix et de soutien à nos autorités afin que le Cameroun continue d'être un havre de paix. Dans toute l'Afrique, il n'y a pas là où il y a la paix plus que le Cameroun. Même les étrangers qui viennent au Cameroun, ils vont vous dire ça. C'est un pays accueillant, le Cameroun. Le Cameroun. Comme ça, nous remercions notre chef de l'État, Paul Biya, avec la façon qu'il nous a montré, il n'a pas fait de distinction de race ni de religion. Nous, avec les catholiques, c'est la même chose. Donc comme ça, nous demandons à Allah de donner la longue vie encore à Paul Biya, président de la République du Cameroun. Sa Majesté Garba Saleh, chef de la communauté Aoussa de PK10, a remercié Allah et a appelé les fidèles à plus d'unité afin d'atteindre l'objectif de la reconstruction de la mosquée de PK10 qui est entamée depuis quelques semaines. Le message, c'est celui dont on a vu, qui est déjà un message donné par Allah, qui nous a aspergé avec une petite pluie ce matin, mais qui n'a toujours pas découragé les fidèles. Ils sont restés sous cette pluie pour prendre la bénédiction du jour de la fête du Ramadan. Nous demandons à la population de continuer à rester unis. La division est la chose la plus mauvaise dans la vie d'une population. Quand on est unis, on fait tout ce qu'on veut. Il y a un adage français qui dit « Quand on est seul, on va vite. Mais quand on est ensemble, on va plus loin. » Parlons de toute autre chose actuellement et dirigeons-nous au Moyen-Orient. Aux Nations Unies, le Conseil de sécurité doit examiner la demande d'adhésion de la Palestine d'ici fin avril 2024. Après un premier refus en 2011, ce pays du Moyen-Orient pourrait, dans les temps à venir, finalement intégrer l'Organisation des Nations Unies. Il faut également signaler que cela se passe dans un contexte où la Palestine est dans une crise considérable face à Israël qui a décidé d'entrer en guerre contre elle. La Palestine pourrait très bientôt rejoindre l'Organisation des Nations Unies. La question de son adhésion doit être examinée en fin avril par le Conseil de sécurité. Depuis 2011 que sa première demande avait été rejetée, l'autorité palestinienne ne bénéficie que du statut d'observateur au sein des Nations Unies jusqu'à présent. Pour la première fois, son dossier sera donc examiné. Il doit obtenir 9 voix pour, sans aucun veto avant un vote de validation à l'Assemblée générale. Et selon un observateur permanent auprès de l'ONU, le Conseil de sécurité qui est chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale devrait permettre à cette porte de s'ouvrir légèrement dans le sens de la mise en œuvre de la solution à 2 États, ce qui nécessite la fin de l'occupation et l'indépendance de l'État de la Palestine. Ce jour est donc un moment historique. Cependant, Israël s'oppose totalement à une solution à 2 États. D'un autre côté, Washington pourrait utiliser son droit de veto lors de l'examen du dossier par le Conseil de sécurité. Par ailleurs, le conflit israélo-palestinien continue de battre son plein, causant ainsi de nombreuses victimes. Ce conflit, qui a débuté le 7 octobre 2023, enregistre à ce jour dans la bande de Gaza plus de 31 milliers de morts et plus de 73 milliers de blessés. La population totale de la bande de Gaza équivaut environ à 2,1 millions d'habitants.
À ce jour, Israël, qui est soutenu par les États-Unis, n'a pas cédé à la solution de cessez-le-feu, malgré l'insistance de l'ONU et d'autres pays de la classe internationale. Au vu de ce contexte particulièrement tendu dans lequel se trouve la Palestine, il faut souligner que plusieurs mosquées à travers le monde, à l'occasion de la célébration de la fin du mois du Ramadan, ont élevé des prières à l'endroit de ce pays qui actuellement est aux prises d'Israël. Mais cela n'empêchera pas que plusieurs autres pays qui soutiennent la Palestine puissent intervenir en temps opportun. Allons cette fois-ci en Afrique de l'Ouest et parler du Togo où la crise sociopolitique bat son macadam avec au centre l'épineuse question de l'adoption d'une nouvelle constitution. L'opposition et la société civile togolaise refusent catégoriquement l'application d'une nouvelle constitution dans le pays et appellent vivement à des manifestations en vue de contestation. Ce sont des tensions à n'en plus finir qui persistent au Togo. De concert avec la société civile, l'opposition refuse fermement l'adoption d'une nouvelle constitution dans le pays. Afin de joindre l'acte à la parole, des partis politiques de l'opposition et la société civile du Togo appellent à 3 jours de manifestations et de protestations contre la révision constitutionnelle. Les raisons de ce refus découlent du fait que la classe politique de l'opposition et la société civile indiquent que les députés, dont le mandat a expiré depuis le 31 décembre dernier, ne sont pas autorisés à effectuer ce changement selon les dispositions de la Constitution. Ceux-ci dénoncent alors un coup d'État constitutionnel au Togo. Au lendemain de l'adoption du dit texte, des partis politiques ont voulu organiser des conférences de presse pour tenir informée la population de la situation. Mais c'était perdu d'avance car ils ont subi le refus des autorités togolaises qui ont envoyé des soldats les en empêcher. En rappel, les députés avaient adopté le 27 mars dernier une nouvelle constitution avec un régime parlementaire en lieu et place d'un régime semi-présidentiel. Et selon eux, il est important de l'expliquer à toutes les parties concernées. Le 29 mars 2024, le chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, avait renvoyé le texte sur la nouvelle constitution du Togo à l'Assemblée nationale pour une seconde relecture, faisant ainsi suite aux protestations de l'ensemble de la classe politique, de l'opposition et de la société civile qui ont suivi l'adoption de ce texte par l'Assemblée nationale le 25 mars. La décision du président Gnassingbé était donc fondée sur l'article 67 de la Constitution togolaise qui stipule que le président de la République promulgue les lois dans les 15 jours qui suivent la transmission au gouvernement de la loi définitivement adoptée par l'Assemblée nationale. Pendant ce délai, il peut demander une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles. La demande doit être motivée. La nouvelle délibération ne peut être refusée. Toutefois, les échanges animés entre les chefs traditionnels de Lomé et les députés se poursuivent et marquent ainsi le début d'une tournée de discussions à travers tout le pays, visant à expliquer l'impact d'un changement constitutionnel au Togo. Nous refermons ce journal avec ce fait marquant de l'actualité politique ivoirienne qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PPACI du président Laurent Gbagbo, vient d'organiser les 5 et 6 avril 2024 à Agboville la 2e édition de la fête de la Renaissance. Une occasion pour tester sa cote de popularité et aborder les questions d'actualité qui touchent la Côte d'Ivoire, son pays en particulier et l'Afrique en général. Le reçu, nos correspondants et particulièrement Lambo et Guillaume nous donnent le compte rendu. Boba,
La ville située sur l'autre rive, c'est le nom originel de la ville d'Abboville, distante de 79 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. C'est cette cité de la Niébi-Tiassa, de plus de 135 000 habitants, qui a reçu en grande pompe la deuxième édition de la fête de la Renaissance du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, le PPACI. Une deuxième édition placée sous le signe de la politique de l'autonomisation de la femme pour une victoire du PPACI en 2025. Du parti sommes déterminés, avons la volonté et le courage de poser des actions concrètes et sommes convaincus que ce que Femme veut, Dieu le voulant, le défi de l'inscription de notre champion sur la liste électorale sera relevé avec succès. Soyez-en rassurés. Évidemment, il est un constat implacable aujourd'hui du rôle important de la femme dans le foyer, dans le milieu professionnel, dans la vie associative, au point d'inciter de plus en plus les politiques à prendre des mesures visant à renforcer l'autonomisation des femmes. Et nous, femmes du PPACI, allons mener fièrement et dignement ce combat de l'inclusivité par tous les moyens et voies pacifiques dans le respect de nos valeurs et cultures démocratiques. Monsieur le Président, nous vous disons merci. Merci pour la confiance que vous faites aux femmes du parti. Ce n'est pas du fait du hasard que cette fête de la Renaissance soit placée sous le signe de l'autonomisation de la femme en vue d'assurer votre élection à l'élection présidentielle de 2025. Le programme officiel de cet événement que le parti de Laurent Gbagbo voulait mémorable à tous égards a démarré à la mi-journée sous un soleil de plomb avec le défilé de 400 fédérations du parti implantées dans les 31 régions administratives que compte la Côte d'Ivoire. L'arrivée du président Laurent Gbagbo et de son épouse, la belle et gracieuse Nadi Bamba, superbement habillée pour l'événement, s'est faite sous un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie qui démontraient toute la charge émotionnelle que ces centaines de milliers d'hommes et de femmes présents à Abboville exprimaient à l'égard de leur leader et de son combat pour son peuple. Une minute de silence à l'honneur de Feu Henri Konabédié, président du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, a été observée. L'intermède musical de cet événement était en partie assuré par les stars ivoiriennes de la musique Serge Cassi, Gaye Célie Saint-Joseph et Neddy Diert, eux-mêmes revenus récemment de leurs exils forcés dus à leurs engagements pour le combat patriotique en Côte d'Ivoire dans la période de 2002 à 2011. Plusieurs allocutions, dont celle du superviseur général de la fête de la Renaissance, Damana Adiapikas, et de la présidente de la Ligue des femmes du PPACI, ont été prononcées après bien sûr la libation faite par le porte-parole des chefs traditionnels présents en grand nombre à la cérémonie pour manifester leur respect et leur attachement à l'Ulus Hôte, le président Laurent Gbagbo, qui rappelle aux peuples Zabé, Krobou et Atié l'un de leurs dignifices très proches de Feu Félix Houphouët-Boigny, le docteur Ernest Boka, mort en 1964 dans des conditions qui sont restées jusqu'au jour d'aujourd'hui non élucidées. Le président du PPACI, le président Laurent Gbagbo, a pris la parole et a tenu en haleine toute l'auditoire acquise à sa cause pendant plus de 2 heures d'horloge. Debout tout le long de son discours, comme pour démontrer à ses contradicteurs sa bonne santé physique et mentale, et avec l'humour qu'on lui reconnaît et ses phrases assassines pour ses adversaires politiques, il a abordé plusieurs thèmes, dont la cherté de la vie qui entraîne de plus en plus la paupérisation des Ivoiriens, la question de sa condamnation pour braquage qu'il désapprouve et qu'il qualifie de jeu de mauvais goût qui n'a que trop duré. Le leader du PPACI a également parlé de sa candidature à la présidentielle de 2025, une candidature qu'il a acceptée et qui fait le bonheur d'une grande partie de la population ivoirienne et crée le désarroi et le chamboulement des calculs dans le camp des partis politiques d'en face. Avec la démonstration de force de son outil de combat et sa détermination d'aller jusqu'au bout perçue dans son discours d'Abboville, on peut affirmer sans risque de se tromper que Laurent Gbagbo, l'animal politique, est de retour pour la reconquête de son pouvoir qui lui a été injustement ravi en 2011.
Notons qu'à la veille de la fête de la Renaissance, les cadres musulmans du PPACI ont rendu une visite fraternelle à la communauté musulmane d'Aboville qui célébrait la Nuit du Destin. Un important don a été remis aux imams des mosquées visitées au nom du président Laurent Gbagbo par le président de l'inspection générale du parti, le docteur Issa Malik Koulibaly, fils du Grand Nord, présent à la fête de la Renaissance avec une forte délégation de militants et sympathisants de sa région natale qui témoigne de la reconquête de la zone septentrionale de la Côte d'Ivoire par le PPACI du président Laurent. C'est sur cet élément de notre correspondant Sylvain Lambeau en Côte d'Ivoire que nous allons mettre un terme à cette ocre livraison de votre journal Pan-African News sur Pan-African Media TV. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir été des nôtres, de nous avoir regardés à travers le monde entier, en Afrique, au Moyen-Orient, au Proche-Orient ou en Asie. Merci, mais avant de vous laisser, nous allons vous proposer encore cette ocre parole de ce soir qui est de Patrice Lumumba de la République démocratique du Congo. Vous le savez, dames et messieurs, il nous incombe ou encore il urge pour les Africains de s'unir. C'est la raison pour laquelle il avait d'ailleurs dit que les peuples d'Afrique doivent s'unir pour écrire leur propre histoire africaine. Prenez bien soin de vous et retrouvons-nous demain à la même heure, même plaisir et avec de nouvelles informations.